Bienvenue à tous sur Shorour News pour cet entretien un peu exceptionnel. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il a lieu entre ces 4 personnes. Je suis très heureux, ici, à la chancellerie de l'ambassade de France à Alger, de recevoir quatre auteurs qui ont écrit un livre très intéressant, passionnant, qui est sorti au début de l'année 2016 d'ailleurs. C'est 4 nuances de France, 4 passions d'Algérie, aux éditions France Fanon, ici en Algérie, écrit par Rachid Arabe. Bonjour. Bonjour Karim Bouhassoun. Bonjour. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maître des lieux aujourd'hui. Nasser Safer, bonjour. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois que vous vous retrouvez pour une interview télévisée depuis que vous avez écrit ce livre. Est-ce que vous auriez pensé un jour que vous alliez vous retrouver pour en parler et à Alger, en Algérie? On commence par vous. Nasser Safer, est-ce que vous auriez cru un jour que vous alliez parler de ce livre ici? Bonjour, merci à Shorour TV pour l'invitation. Pour moi, c'est à la fois un rêve et une fierté de me retrouver ici à l'ambassade de France pour une interview, un livre que j'ai écrit avec monsieur l'ambassadeur, Rachid Arabe, tout le monde connaît, et notre ami Karim. Il faut savoir que juste avant cela, j'étais sans papier en France. Donc, le parallèle entre le monde dans son papier et me retrouver ici pour une interview télé comme celle-là, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une belle surprise et j'espère que ce ne sera pas la première. Alors, votre histoire est très intéressante, mais il aura fallu que M. Driancourt soit nommé une deuxième fois ambassadeur de France à Alger pour que je puisse lire ce livre très intéressant. Xavier Driancourt, donc c'est votre première déjà interview à la télé depuis votre retour? C'est effectivement ma première interview à la télévision. Depuis mon retour. Depuis votre retour en Algérie, à votre demande, mais ce n'est pas l'objet de cette interview. Nous aurons l'occasion d'en parler, bien sûr. Pourquoi ce livre? Parce que vous faites partie avec... vous n'êtes pas algérien, un peu comme les autres, mais vous avez connu l'Algérie pendant 4 ans en tant qu'ambassadeur. Donc c'est votre expérience qui a parlé pour ce livre, monsieur l'ambassadeur? Moi, effectivement, je n'ai aucune origine, aucune racine algérienne. Le plus drôle en plus, c'est que mes 3 amis ne se connaissaient pas. Oui. C'est moi qui les ai fait se rencontrer. Donc je suis doublement à l'origine de cette histoire, à la fois parce que c'est moi qui ai eu effectivement l'idée de ce livre, de cette narration, et en même temps je suis à l'origine de la rencontre entre mes 3 amis qui, eux, ont un passé algérien. Rachid Arabe, vous aussi vous connaissez bien l'Algérie. Dès que l'idée de ce livre vous a été présentée, vous avez hésité, vous avez tout de suite dit oui? Non, je n'ai pas hésité. Xavier m'avait tout d'abord demandé de l'aide technique, j'allais dire, et puis au fur et à mesure et très rapidement des rencontres avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait participer à cette aventure. Pour répondre à votre première question, c'est une histoire incroyable depuis le début. Alors qu'aujourd'hui, elle passe par l'ambassade de France en Algérie, par la première fois où on se retrouve tous les 4 ensemble, parce qu'on a fait déjà d'autres télévisions, mais on n'a jamais réussi à être tous les 4 ensemble. Donc cette histoire ne m'étonne plus. Et le contenu, j'espère, du livre, lui, étonnera beaucoup de téléspectateurs. Karim Bouhassoun, vous êtes aussi un des 4 mousquetaires de ce livre. On est passé par vous. Vous n'avez pas hésité aussi, votre expérience a joué beaucoup pour raconter votre histoire dans ce livre? Oui, absolument. Alors, j'ai pas hésité une seconde, puisque j'avais eu la chance, entre 2 jobs en France, qu'on me présente l'ambassadeur de France, l'ancien ambassadeur de France, d'ailleurs, à l'époque, puisqu'il était en poste à Paris, qui m'a été présenté par un ancien client. Et donc Xavier Driancourt a accepté de me coacher, de m'accompagner entre 2 boulots, en me faisant rencontrer beaucoup de monde, en me donnant des conseils stratégiques pour la suite de ma carrière, et je l'en remercie. Et puis à la suite d'un déjeuner, effectivement, l'idée d'un livre est venue, puisque dans nos rencontres, on laissait du temps au travail, mais on laissait du temps à la réflexion sur la situation de la France d'aujourd'hui, sur des questions qu'on se pose tous, comme la place des derniers immigrés dans la construction du pays du XXIe siècle, comme la question des territoires fragiles, comme la place du religieux. Et donc, on a d'abord parlé de nous avant d'envoyer des messages politiques. Et cette démarche extrêmement originale, où on parlait de soi avant de donner des leçons, c'est celle qui nous a emmenés jusqu'ici. Je voudrais ajouter une chose, c'est que au fil de l'eau, on s'est tous retrouvés dans notre amour de l'Algérie.
Et moi qui suis né en France et qui a connu l'Algérie simplement pendant les vacances et dans les récits de nos anciens, j'ai parlé avec beaucoup de sincérité d'une chose que je n'avais jamais faite, c'était de mon double amour de la France et de l'Algérie. Et quand on raconte dans le livre nos vacances d'enfance, nos expériences professionnelles et nos aspirations pour l'avenir des deux pays, je pense que c'est extrêmement sincère. Et je trouve que d'être ici dans l'ambassade de France, invité par l'ambassadeur pour en parler, je prends ça comme une récompense de la providence ou de ce qu'on veut, de cette sincérité qu'on a vue. Il faut aussi préciser que vous êtes tous invités au Salon international du livre d'Alger qui se déroule actuellement à Alger. Alors vous avez bien fait de parler d'amour de l'Algérie, parce que vous êtes tous un peu algériens, à part vous, monsieur l'ambassadeur. On parle d'amour de l'Algérie, il aura suffi de 4 ans. 4 ans, c'est suffisant pour se faire une idée de l'Algérie et pour vous pousser à rassembler des gens autour de vous pour écrire un livre. Parce que rares sont les ambassadeurs de France qui sont passés par Alger, qui ont écrit un livre. Je pense que vous êtes le premier. Si, il y a des gens qui ont écrit leurs mémoires. Oui. C'est pas encore le temps de mes mémoires. C'est de manière générale, oui. Vous parlez d'un ancien ministre du général de Gaulle notamment. Notamment, mais il y en a d'autres. Si vous regardez la galerie des portraits de mes prédécesseurs, il y en a d'autres qui ont écrit des livres, mais surtout des livres de mémoire. Non, il se trouve que ces 4 années passées en Algérie, entre 2008 et 2012, m'ont effectivement emporté quelque part, et que de retour en France, j'ai continué à m'intéresser à ce qui se passait en Algérie, à rencontrer des amis algériens ou d'origine algérienne, parce que Rachid n'est pas algérien, il n'a pas la nationalité algérienne à ma connaissance. Il en parlera lui-même. Et donc, oui, c'est peut-être rare qu'on s'intéresse comme ça à suivre un pays. Et en plus, c'est très rare qu'on revienne dans un pays, c'est même rarissime. Et quand nous avons écrit ce livre, je ne pensais pas, bien sûr, revenir comme ambassadeur. Vous auriez imaginé un jour que vous alliez deuxième revenir fois, en je ne Algérie, pensais pas du tout me retrouver dans cette chancellerie que vous connaissez diplomatique bien. avec mes 3 co-auteurs. Alors, une présentation assez étonnante dans vos petites bios à l'arrière du livre. Pourquoi est-ce qu'on parle de vous en disant français de souche, catholique pratiquant? Pourquoi est-ce qu'on présente M. Bouhassoun comme un musulman pratiquant et aussi hajj? Est-ce qu'il y avait un besoin de dévoiler un peu votre identité religieuse? Je vais répondre à cela parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois que l'originalité de cette approche et l'originalité du titre, des 2 titres, c'est que ce sont 4 parcours différents. 4 histoires différentes, oui. Des rapports différents à la nationalité française et à la France, des parcours différents en termes professionnels, en termes d'âge, en termes professionnels et en termes sociaux aussi. Qu'y a-t-il de plus éloigné en France ou dans un autre pays qu'un sans-papier, qu'un ambassadeur? Et enfin, des parcours différents en termes religieux. Je suis catholique, Karim est musulman. Voilà, chacun a son expérience religieuse. Les autres, on ne dira pas. Je laisse aux autres parler de leur propre expérience, mais ça fait 4 rapports à la citoyenneté, à la nationalité, à la société et à la religion différents, 4 rapports différents. Et aujourd'hui en France et dans les pays européens, ce sont souvent des sujets marqueurs de la société. Et ce sont 4 histoires très intéressantes, surtout quand un d'entre vous parle de l'autre et raconte l'histoire de l'autre. Nous reviendrons évidemment. Avant de vous donner la parole, vous voulez dire quelque chose quand même? Oui, je voulais juste dire un mot à la suite de ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur concernant le fait religieux que vous avez évoqué et aussi tous ces rapprochements dont on souhaite être simplement les modestes exemples. Il y a des rapprochements nombreux dans le livre. Il faut comprendre qu'il y a des débats latents dans la société française d'aujourd'hui sur la place de l'islam comme religion nouvelle. Et qui va durablement s'installer dans le pays. Et du coup, plutôt que de laisser ce sujet captif des médias ou bien des extrêmes ou des communautaristes, on souhaitait, nous, dire librement notre rapport à la chose. Et on est résolument optimiste. Et donc, cette approche optimiste nous permet de nous rapprocher, de donner un exemple d'un dialogue d'attente réciproque et d'arrangement qu'on doit faire les uns envers les autres. Il y a aussi la question du rapprochement social. Vous parliez tout à l'heure, l'ambassadeur parlait tout à l'heure du rapprochement entre un sans-papier et
un ambassadeur, moi j'ai appelé ça le syndrome de la belle et la bête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en effet en France de plus distant qu'un sans-papier, un ambassadeur? Autre chose, c'est le dialogue républicain. Pour nos téléspectateurs algériens, c'est que moi je suis plutôt engagé à gauche, je suis un militant qui a adhéré au Parti Socialiste. L'ambassadeur est d'une autre génération, plutôt proche d'Alain Juppé à une époque. Donc on est dans des camps différents, mais on n'est pas prisonnier de nos postures politiques. Je pense que ça, c'est un message fort du livre. Et je rappelle, Karim Bouhassoun, que vous êtes aussi à Alger pour faire la promotion de votre nouveau livre, Que veut la banlieue. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Nasser Safer, vous aussi, vous avez une histoire très particulière. On l'entend, on la parcourt dans le livre. Votre lien est très particulier avec Xavier Driancourt, qui vous a beaucoup aidé, je pense. Oui, il y a des rencontres qui changent des vies. C'est mon cas. J'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, à la suite d'études en France, je n'ai pas réussi à faire mon changement de statut pour devenir salarié, donc séjourner régulièrement en France. J'ai décidé de rester en connaissant les conséquences de mon acte. J'allais devenir sans papier d'une façon consciente. J'ai tenu bon, je le raconte dans le livre, ce qui m'a fait tenir, c'est le travail. Et puis le jour J, 10 ans, jour pour jour, après mon arrivée en France, je rencontre Xavier, monsieur l'ambassadeur, qui était à l'époque en poste à Paris. Je raconte l'histoire dans le livre et cette rencontre a changé ma vie, ce qui nous amène jusque-là à cette émission qu'on est en train de faire. Et une histoire très intéressante, même chose pour vous, Rachid Dara, parce que moi, je n'ai pas eu la chance de connaître monsieur Driancourt lorsqu'il était ambassadeur la première fois, mais en lisant votre description, on apprend beaucoup de choses. Est-ce que vous avez appris à le connaître ou est-ce que vous avez découvert en fait Xavier Driancourt dans votre histoire, dans ce livre? J'ai fait ce que les journalistes ne peuvent pas faire habituellement, c'est-à-dire que je suis allé à la rencontre de lui au fur et à mesure. Ouais. Et cette aventure permet sur la longueur, puisqu'on l'a écrit pendant pratiquement une année, permet au fur et à mesure d'aller vers les autres, et notamment monsieur l'ambassadeur, mais des autres confrères également, et de les découvrir au fur et à mesure, plutôt que dans une interview classique où on pose des questions brutales et on attend des réponses définitives. C'est l'intérêt, et c'est d'ailleurs l'intérêt pour vous qui aimez animer des débats, c'est l'intérêt du livre. Quand vous dites, vous interrogez sur la raison pour laquelle on se situait, y compris dans la post-phase, un peu chacun dans la société, c'est tout simplement pour rendre le débat intéressant. Un débat entre des personnes qui ont exactement les mêmes positions sociales ou religieuses n'est pas très intéressant. Un débat entre des gens qui ont des angles de vue différents sur toutes les questions qu'a évoqué monsieur l'ambassadeur est passionnant, tout simplement parce qu'il permet de faire avancer les choses. Et surtout, ce que nous avons réussi, et ça je trouve que c'est notre plus grande réussite, c'est qu'après ce livre, nous sommes habillés. Et c'est en ça que j'ai découvert monsieur l'ambassadeur et les autres, et que d'une certaine façon, j'ai une vraie affection pour ceux avec qui j'ai écrit. Et pourtant, je continue d'avoir les mêmes idées sur un certain nombre de sujets graves qu'on a évoqués. Je n'ai pas changé de point de vue. Simplement, je suis allé vers celui des autres. Oui, d'ailleurs, quand on lit ce livre et vos histoires, on comprend qu'il y a des points de discorde, notamment entre vous et Xavier Driancourt. C'est même pas de la discorde. Oui. C'est des désaccords. On peut dire que c'est des points de vue différents. C'est des désaccords cordiaux, des points de vue différents. Mais c'est un concept assez intéressant dans ce livre. Vous êtes 4 auteurs, mais qui a choisi en fait ce concept de la narration, de chacun parler de l'autre? Est-ce qu'il fallait prendre du temps pour connaître l'autre? Est-ce que vous avez posé des questions? Ou est-ce que vous avez tout simplement écrit, monsieur l'ambassadeur? En fait, il faut voir la construction du livre. Au départ, c'était Karim et moi. Nous avions eu l'idée d'écrire quelque chose ensemble sur des sujets de société, de la société française, la laïcité, la religion, l'immigration, l'intégration, etc. Puis ensuite, j'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir un troisième regard sur la société française, en la personne de Nasser, compte tenu de son expérience particulière en Algérie et en France. Et puis, finalement, Rachid Arabe s'est joint à nous. Au départ, c'était pour nous interviewer, comme vous le faites aujourd'hui. Et puis finalement, il s'est pris au jeu. Il est devenu un des auteurs également. Et donc, la forme de ce livre, on l'a cherché un petit peu au début. Et finalement, nous avons adopté cette narration un peu particulière. Si je peux prolonger, il n'y a même pas eu de débat entre nous sur la façon... Ce livre s'est écrit naturellement. C'est-à-dire que chacun avait la possibilité d'écrire
des chapitres par lui-même. Il y avait la possibilité d'écrire des chapitres ensemble, d'échanger. Il y avait la possibilité pour moi de d'écrire, comme je l'ai fait pour Monsieur l'ambassadeur et mes autres compères. Donc en fait, au départ, on aurait pu craindre qu'il y ait des styles très différents. Et moi, ce qui m'a frappé en relisant le livre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'homogénéité, d'homogénéisation dans le récit, qui fait que c'est quelque chose de global à la fin, alors que chacun a apporté sa petite pierre, et on ne voit pas bien à quel endroit commence une pierre et finit l'autre. C'est aussi un des aspects sympas du livre. Absolument, quand on le lit, on considère et on se rend compte qu'il y a 4 profils différents, mais qui sont très bien liés, très bien narrés, avec un seul point d'orgue, c'est évidemment l'Algérie. Karim Bouhassoun. Oui, alors moi, fils d'Algérien né en France, de l'immigration économique, je ne pouvais pas ne pas parler d'Algérie. Mais je ne l'aurais pas fait spontanément. J'aurais gardé à l'intérieur de moi parce que ça fait partie de mes socles, comme ceux, par exemple, de ma foi ou des choses que je ne dévoile pas à l'intérieur. Mais comment ne pas parler d'Algérie quand au cœur de nos discussions, qui sont encore une fois des discussions cordiales où on ne juge pas l'autre, et c'est en ça que notre démarche était intéressante, c'est qu'on ne demande pas aux gens de suivre, on n'est pas des prescripteurs de conscience, on montre juste un modèle de dialogue qu'on voudrait contagieux. Mais revenons à l'Algérie. Sur l'Algérie, j'ai décidé de prendre tardivement la nationalité algérienne. Je ne me suis pas senti plus algérien avant ou après, hein, mais j'ai choisi de prendre ce bagage qui est un héritage historique et que je pensais mériter. Parce que l'attention et l'amour que je porte pour l'Algérie, l'histoire de ma famille aussi, font que je souhaitais avoir la nationalité. 2 précisions. Une précision d'ordre personnel et familial, pour dire comment il est difficile de renoncer à une rive ou à l'autre de la Méditerranée. Je suis né en France, mais j'ai 2 oncles paternels qui sont morts pendant la guerre. L'un est mort pendant la guerre d'indépendance, l'un est mort aujourd'hui, mais a fait la guerre d'indépendance, a été un des premiers à prendre les armes en Algérie dans l'Oranie. Il a ensuite intégré l'armée. Il est décédé aujourd'hui. Et l'autre est enterré à Verdun sur le front de l'Est parce qu'il a combattu pour les forces alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1944. Donc il est quelque part tombé à Verdun. Donc comment, moi, détricoter cet héritage familial et choisir un côté ou l'autre, c'était absolument impossible. Et enfin, comment nier qu'aujourd'hui, dans une planète mondialisée, à l'heure où tout circule vite, l'information, les moyens financiers, les personnes, avoir 2 nationalités pour moi, c'est un outil merveilleux de mobilité dans le monde. Je peux me réveiller à Paris et être 2 heures après à Alger avec la plus grande des libertés. Rachid Arabe, une seule nationalité vous suffit? Je sais qu'on vous pose la question 1000 fois par an. Et j'y réponds sans aucune difficulté. Je suis né français donc en 1955 en Kabylie. Je suis devenu algérien à l'âge de 8 ans, en 62, à l'indépendance. J'ai gardé cette nationalité-là pendant 30 ans. Je ne suis devenu français qu'en 1992, je suis redevenu français qu'en 1992, et j'ai gardé cette unique nationalité. C'est drôle parce Karim a fait un choix très différent du mien, mais pour la même chose finalement. Moi, j'ai pas besoin d'un passeport pour me sentir bien en Algérie. Je disais hier en arrivant à Alger que j'avais cette chance extraordinaire qu'en partant de Roissy, je partais de chez moi, en arrivant à Ouarim ou Médiane, j'arrivais chez moi. Donc cette question-là du passeport, en même temps, ça m'a permis dans le dialogue de comprendre pourquoi un certain nombre de gens veulent être franco-algériens. Je l'accepte, mais je ne cherche pas à leur imposer le choix que j'ai fait, de même que je n'accepterai pas qu'ils m'imposent ce choix. C'est vraiment la philosophie de ce livre, c'est de se dire les choses, nos différences, mais de voir en sorte qu'à la fin, ces différences-là nous permettent de coexister. Est-ce que vous considérez, à vous 4, être un peu un trait d'union entre la France et l'Algérie? C'est une question pour tout le monde. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le trait d'union diplomatique officiel. Moi, je le suis professionnellement, mais aussi par amitié, je dirais, puisque je le raconte dans le livre. Alors, c'est très drôle de se retrouver ici, dans cette ambassade, sous les portraits, sous les bustes de Marianne. En plus, c'est très symbolique. Et c'est parce que Marianne, le buste de Marianne, c'est ce qu'il y a dans une salle de mariage. Oui, et dans les mairies. Dans les mairies. Donc, c'est très symbolique, ce mariage entre la France et l'Algérie. Et puis, le plus drôle, c'est que demain, mes 3 amis repartiront en France et moi, je resterai en Algérie.
C'est le moins algérien qui va rester en fait en Algérie, oui, Nasser Safer. Me concernant, c'est simple et pas si simple. L'Algérie, c'est mon enfance, mon adolescence, mes débuts dans la vie adulte. Et la France, c'est un rêve, ma vie d'adulte, d'homme, pour ainsi dire les choses. Et dissocier l'Algérie de la France, ça serait dissocier ces parties de ma vie. Et je pense que c'est indissociable, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Donc pour moi, c'est un trait d'union dans le sens où je suis parti d'Algérie. C'est Céline qui disait on voyage pour deux raisons. Soit à la recherche d'une vie meilleure ou l'appel de l'autre côté est plus fort. Moi, je suis parti à la recherche d'une vie meilleure. La France représente mon présent et l'Algérie, évidemment, mon enfance, mon adolescence, et c'est complètement indissociable pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait, Nasser Safer, lorsque vous voyez tous ces milliers d'Algériens qui veulent absolument quitter le pays pour aller en Europe, qui traversent les mers au péril de leur vie? Vous avez connu ça, c'est-à-dire de manière générale, vous avez voulu quitter pour une vie meilleure. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'en 2017, il y a encore des gens qui étaient dans votre cas il y a quelques années? Je n'ai pas de leçon à donner dans ce sens-là, je peux les comprendre. Comme je le disais tout à l'heure, à la recherche d'une vie meilleure, toute personne, tout individu a le droit au bonheur à sa façon. Et donc, dans ce contexte-là, je pense voilà, les gens cherchent quelque chose de mieux par rapport à ce qu'ils ont. Est-ce que c'est pour autant qu'ils vont le retrouver ailleurs? C'est pas si certain que ça. Que chacun fasse son expérience et retire les conséquences comme je l'ai fait. Je n'ai pas de leçon à donner dans ce sens-là. Monsieur Driancourt est le trait d'union officiel. Vous êtes un peu le trait d'union symbolique entre ces deux nations, entre ces deux rives de la Méditerranée. Karim Bouhassoun. Alors moi, vous me ferez dire ce que vous voudrez sur ça. Moi, j'ai une petite approche candide dans cette affaire-là, si vous voulez. Par mes fonctions et par mon parcours personnel, paradoxalement, je cherche à m'enraciner en France. Je suis né dans une banlieue parisienne, une banlieue difficile où une personne sur deux est fils de migrants et où les difficultés économiques et sociales sont fortes. Donc le combat de ma vie, moi, c'est de réussir au collège, de réussir au lycée, de réussir des grandes études pour prendre au mot le principe de la méritocratie. Et maintenant, ce que je fais, arrivé à près de 40 ans, je commence à mettre des coups d'œil dans le rétroviseur et je regarde d'un côté de la crête en me disant moi j'ai fait une grande école Sciences Po, j'ai fait la Sorbonne, ça a changé ma vie. Comme Nasser disait qu'une rencontre a changé sa vie, moi les études et le travail ont changé ma vie et mon rôle aujourd'hui c'est de m'adresser à la jeunesse française, celle qui peut me ressembler ou pas, avec un profil d'enfant d'immigrés ou pas, et de leur dire que pour réussir il faut croire au mérite, il faut travailler. J'envoie un signal dans ce sens. Et j'envoie un signal aussi à nos élites françaises en leur disant moi je suis un accident. C'est-à-dire que la méritocratie est un principe vivant, mais sauf qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes comme moi qui n'ont pas eu ma chance. Alors où est-ce que la machine est embourbée? Que faudrait-il faire pour revivifier le principe de méritocratie? Donc aux plus jeunes je leur dis travailler, et à nos élites je leur dis regardez, il y a peut-être des choses à améliorer. C'est l'objet du livre dont vous parliez tout à l'heure. En parlant de méritocratie, Rachid Arabe, vous avez présenté le journal quand même de 20 heures de la première chaîne publique française. Comment vous vous êtes senti lorsqu'on vous l'a demandé? Est-ce que vous avez senti que c'était par méritocratie ou parce qu'on voulait changer et mettre quelqu'un qui pouvait représenter la diversité? J'ai eu la chance extraordinaire, je crois, qu'on me propose ce poste-là pour mes qualités professionnelles. C'était en quelle année déjà? 1997, je commençais à présenter le journal en joker, je remplaçais les présentateurs. Et à partir de 97, j'ai fait le 13h, j'ai fait le 20h. J'ai jamais eu le sentiment qu'on m'a proposé ce poste-là pour mes qualités, j'allais dire qualités au sens d'origine. On me les a proposées, je crois, pour mes qualités professionnelles, et je pense que vous pouvez tout à fait le comprendre. On a essayé, bien évidemment, des gens pas forcément bien intentionnés ont essayé de dire qu'en quelque sorte, si je me retrouvais... j'ai par exemple fait le journal de 13h au lendemain de la Coupe du Monde de football qui avait vu Zinedine marquer 2 buts de la tête. Certaines mauvaises langues ont dit mais il a été nommé parce que Zinedine Zidane a marqué 2 buts. Je sais bien que c'est faux et que ça ne tiendrait pas parce qu'on ne nomme pas, que ce soit à Etchourouk ou bien à France 2, qu'on ne nomme pas un journaliste sur ce qu'il est potentiellement, mais sur le travail qu'il fait. Donc, ça n'est que plus tard, quand je suis devenu notamment membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que j'ai commencé à accepter l'idée que je puisse être non pas
porte-drapeau, mais quelqu'un qui a suffisamment réfléchi sur ces questions de diversité, de représentation de la société française, pour non pas encore une fois être en avant, mais peut-être faire en sorte que ça avance un peu plus vite. Donc vous voyez, mais ça c'est dû, je crois, à mon éducation algérienne, c'est-à-dire que l'éducation algérienne m'a poussé à être quelqu'un de discret, quelqu'un qui ne se met pas en avant, mais qui met son travail en avant, et j'ai fait ça dans le journalisme, je l'ai fait ensuite quand la République française m'a demandé d'occuper un poste pendant un temps très précis au CSA. Je pense que je l'ai fait selon mes mérites. Mes mérites sont beaucoup dus à mon éducation, et je dis souvent que l'Algérie c'est mon inné, la France c'est mon acquis, et c'est l'ensemble qui a fait mon éducation. Ce livre aussi est intéressant à plus d'un titre parce qu'il nous aide beaucoup à comprendre cette relation toute particulière franco-algérienne, une relation très difficile avec des hauts et des bas. Nous sommes à quelques jours du 63e anniversaire du début de la révolution du 1er novembre de la guerre d'Algérie. Est-ce que ce livre vous a permis un peu d'enrichir le débat sur la nature de la relation entre l'Algérie et la France, Xavier Déancourt? Est-ce que ce livre est important pour comprendre la relation, les liens entre les deux pays? Dans mon cas, il y a un peu le recto et le verso. Le recto, c'est ma fonction de diplomate, d'ambassadeur, où j'applique un certain nombre d'instructions, de règles. Mais à l'époque, vous n'étiez pas ambassadeur, quand vous l'avez dit. Non, mais j'étais diplomate, et j'étais encore plus qu'ambassadeur, puisque j'étais l'inspecteur général du Quai d'Orsay. Donc j'avais une certaine autorité sur tous les ambassadeurs, et j'étais chargé de leur faire respecter les règles, notamment en matière de gestion, en matière de délivrance de visas, etc. Donc il y a la fonction d'ambassadeur dans les relations entre la France et l'Algérie, mais le verso, c'est aussi la dimension humaine, parce que voilà, au-delà de l'ambassadeur et du diplomate, il y a l'homme. Nasser Safer, est-ce que ce livre peut aider ceux qui le lisent à comprendre un peu plus la relation entre les deux pays, qui est aussi faite par des gens comme vous qui choisissent de quitter l'Algérie pour aller en France ou vice-versa? Oui, l'histoire, on ne la refait pas, l'histoire, on en tire les conséquences et on la vit au présent. Et ce livre, c'est un livre au présent. Ça nous a permis... le dialogue qu'on a eu tous les quatre a permis de faire tomber les clichés, que ce soit d'un côté un Français ou un Algérien, ou un fonctionnaire, un journaliste, ou un enfant de banlieue, ou un immigré. Je pense que le noyau principal de ce dialogue, c'est qu'il a fait tomber les clichés. Parce qu'il serait trop facile pour moi de dire oui, moi je suis un immigré algérien en France, M. Déancourt c'est l'ambassadeur, donc il y a tout un espace entre nous, et on n'est même pas censé se rencontrer, ni se connaître, de par sa nationalité, de par ses fonctions, de par son statut social et professionnel, et de l'autre côté le mien. Et si on a réussi ce dialogue, c'est qu'on peut toujours dialoguer avec nos différences. Donc algérien ou pas algérien, français ou pas français, élite ou pas élite, sans papier ou autre chose, tout cela on l'a mis de côté. On a réussi à discuter, à dialoguer. Donc la relation entre l'Algérie et la France, je pense qu'on a réussi à la recréer d'une façon saine et simple, sans pour cela creuser dans l'histoire ou quoi que ce soit. On parle souvent du modèle franco-allemand, et quand on parle aussi du modèle franco-allemand, c'est l'axe Paris-Berlin, on parle de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Entre l'Algérie, c'est un peu plus compliqué, c'est parfois entente cordiale, mésentente cordiale. Est-ce que vous pensez que l'arrivée au mois de mai du nouveau président Emmanuel Macron peut aider à améliorer cette relation? Vous connaissez très bien son programme parce qu'il a, à la veille de sa visite en Algérie au mois de février dernier, il avait énuméré tous ses projets, notamment cette chaîne franco-algérienne que j'essaie de porter, que vous essayez de porter. Rachid Arabe, est-ce que ça vous laisse optimiste? C'est bien de pouvoir faire le lien avec l'histoire, parce que l'actualité telle que vous la définissez, elle ne peut se préciser qu'au regard de l'histoire. Ce qui est intéressant dans le livre qu'on a fait, je répondrai à votre question plus politique. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est le jour où nous sommes allés à deux, parce que Nasser ne pouvait pas, Xavier nous a emmenés à la station des Rousses dans le Jura, où avait été discuté dans le plus grand secret ce qui allait devenir les accords d'Évian. Et on le raconte et on l'a vécu aujourd'hui. Ça permet de... Je dis moi souvent qu'il y a eu un moment où j'ai décidé de ne plus subir l'histoire, mais de l'écrire. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est ce qu'on a essayé de faire sur ces relations franco-algériennes, qui sont effectivement... Je dis souvent que ce livre est improbable, parce que la réunion de ces 4 personnes était déjà improbable. Mais c'est encore plus improbable de trouver 2 pays qui puissent coécrire d'une certaine façon ce livre. Ce livre a quelque chose de magique, il a été publié en France, et il a été édité ensuite en Algérie. Donc vous voyez, ce simple symbole, comment je pourrais dire,
est un peu la façon de symboliser comment moi je vois la relation entre les deux. On sait qu'elle est lourde, qu'elle est ancienne. Sur la politique, je crois que, et c'est Xavier qui me l'avait appris très, très tôt, c'est vrai que tout ce qui se passe en politique intérieure française a un impact et puis est jugé aussi ici parce que les Algériens connaissent très bien la politique française, plus que les Français ne connaissent la politique algérienne d'ailleurs, et donc ils ont une capacité de réflexion sur toutes ces questions-là, et donc un nouveau président de la République a toujours parmi ses dossiers prioritaires de savoir quels sont les liens que la France a avec le Maghreb en règle générale, et avec l'Algérie en particulier. Et c'est vrai que de ce point de vue, la visite du candidat Macron était un moment important, et c'est, je pense, aujourd'hui, un des dossiers sur lesquels on attend que le président de la République française fasse peut-être avancer les choses. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir donné cette interview un peu exceptionnelle, parce que c'est la première fois que vous vous retrouvez en face de caméra depuis que vous avez édité ce livre. 4 nuances de France, 4 passions d'Algérie, Rachid Arabe, Karim Bouhassoul, Xavier Drioncourt, Nasser Safer. Je rappelle aussi, Karim Bouhassoul, que vous venez de sortir un livre, c'est « Que veut la banlieue ?» J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci à vous tous d'être venus et à très très bientôt.